d'Euroquestion. Alors que ce mois de décembre marque à la fois la première année du Pacte vert européen et les 5 ans de l'accord de Paris sur le climat, nous accueillons aujourd'hui Thomas Pellerin-Carlin, directeur de notre centre énergie. Il évoquera le chemin parcouru dans l'action mondiale pour le climat et la transition énergétique et les pistes d'avenir alors que Joe Biden s'apprête à devenir président des États-Unis. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses situé en bas de votre écran. Thomas se fera un plaisir d'y répondre dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Pour commencer, je laisse la parole à Thomas pour sa présentation. Merci beaucoup Mathieu, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour faire le point sur le changement climatique, sur les 5 dernières années qui ont vu la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Cet accord de Paris sur le climat, il a été signé presque jour pour jour, il y a 5 ans, à Paris, par tous les plus grands leaders du monde, notamment Barack Obama aux États-Unis à l'époque. Et donc, on veut faire un peu le point sur les 5 ans de cet accord, mais aussi sur son volet européen, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Pacte vert européen. Le terme anglais, c'est le European Green Deal, qui vise justement à mettre en œuvre cet accord de Paris en Europe pour créer un nouveau modèle d'économie en Europe qui permette de respecter les limites de notre planète. Alors, tout d'abord, quand on parle de changement climatique, il me semble important de commencer par regarder la réalité en face. Et donc ça nous amène à reconnaître des mauvaises nouvelles, puisque la situation climatique a continué de s'aggraver au cours des dernières années. Là, ce que vous voyez, c'est l'évolution des émissions de dioxyde de carbone, qui est le principal gaz qui provoque le réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui. Et ces émissions-là ont continué à augmenter très, très, très fortement tout au long du XXe siècle, mais aussi lors des dernières années, y compris depuis 2015 et la signature de l'accord de Paris. Donc, les actions qui ont été mises en œuvre en Europe et ailleurs sont réelles, hein, elles ont eu un effet, mais cet effet, c'est plutôt de ralentissement de la hausse qu'un effet d'inversion de la courbe, ou pour le dire autrement, un effet en fait de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Depuis 5 ans aujourd'hui, le consensus scientifique s'est précisé et on a notamment eu il y a 2 ans un nouveau rapport du GIEC, qui est l'organe qui fait la synthèse des connaissances scientifiques sur le changement climatique. Et ce rapport du GIEC nous a rappelé qu'évidemment, pour stabiliser le climat, il faut fortement baisser nos émissions de gaz à effet de serre et atteindre ce qu'on appelle la neutralité. C'est-à-dire un monde où on a tellement réduit nos émissions de gaz à effet de serre que ce qui reste peut être capté par différents mécanismes, le plus important étant la reforestation, puisque lorsque les arbres croissent, ils capturent du dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Et du coup, le GIEC, dans son rapport, a publié un graphique que je vous présente maintenant, qui me semble très, très, très important pour comprendre l'ampleur des enjeux. Dans ce graphique, le GIEC reprend les évolutions passées des émissions de dioxyde de carbone. Donc c'est une sorte de zoom là que vous voyez sur la fin de la courbe que je viens de vous montrer. Et ils ont projeté ce qu'il fallait faire pour limiter le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on a déjà réchauffé notre planète d'environ 1 degré. Et 1 degré, c'est beaucoup pour le climat. Hein, c'est comme si vous passiez dans votre température corporelle de 38 à 39 degrés. 39 degrés, c'est déjà une petite fièvre. Donc là, l'objectif, c'est de limiter ce réchauffement à 1,5 à 2 degrés, selon les niveaux d'ambition qui ont été actés par l'accord de Paris sur le climat. Et ce que le GIEC nous dit, c'est que si on souhaite limiter le réchauffement à 1,5 degré, ce qu'on doit faire, c'est une réduction radicale, drastique, de nos émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre cet objectif de neutralité, cet objectif de net zéro dès 2040. Donc 2040, c'est dans 19 ans et 1 mois. Si jamais on est moins ambitieux, si jamais on accepte un réchauffement climatique plus grave, à 2 degrés, on a un peu plus de temps pour agir, mais pas beaucoup plus. La réduction doit être aussi drastique, la pente est moins dure, mais elle est importante. Et dans tous les cas, il faut atteindre cet objectif de neutralité autour de 2050-2055. Voilà. Donc ça, ce sont 2 mauvaises nouvelles. Et il faut encore une fois les regarder en face pour se rendre compte de ce qu'on doit faire dans cette décennie 2020 qui s'ouvre. Donc la première mauvaise nouvelle, c'est qu'au cours des dernières années, nos actions
au niveau mondial ont été insuffisantes pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que les inactions des générations passées, le fait que très peu de choses, voire rien n'a été fait dans les années 80-90, fait qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire est encore plus ambitieux, encore plus important. Donc, vraiment, le fait d'agir maintenant est essentiel. Plus on agit vite, plus ce sera facile. Et du coup, aussi, plus on met du temps à agir, plus c'est compliqué. Et dans tous les cas, en fait, là, on parle de choses qui vont avoir un impact dans notre vie, à vous et moi, hein, puisque globalement, si on voulait atteindre, par exemple, la neutralité en 2040, moi j'ai 31 ans aujourd'hui, en 2040, j'aurai 51 ans. Voilà, globalement, on sera tous là, a priori, on espère en tout cas dans 20 ans. Et si c'est 30 ou 35 ans, ça ne change pas grand-chose. Et nous, en tant qu'être humain, on sera là, mais aussi les choses qu'on a créées, les usines de production d'acier, les autoroutes, les aéroports, les pistes cyclables et les TGV seront aussi, ceux qu'on crée aujourd'hui seront encore là dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40. Néanmoins, malgré tout, il y a des bonnes nouvelles et sur le front du climat, l'année 2020 a été une année avec beaucoup de bonnes nouvelles. Et j'insiste sur ça puisque l'année 2020 est quand même très très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Mais la grande bonne nouvelle sur le front du climat qui a eu lieu durant cette année 2020, c'est qu'on a eu énormément de pays qui sont extrêmement importants au niveau économique, au niveau mondial, qui se sont engagés à atteindre la neutralité climatique. Donc, au moment de la signature de l'accord de Paris, dans l'accord de Paris, il y a déjà cet objectif de neutralité climatique qui est fixé pour la seconde moitié du XXIe siècle. Mais dans les faits, il n'y a quasiment aucun pays qui annonçait à l'époque prendre cet objectif au sérieux pour lui-même. Ça a commencé à changer à partir de 2019, où notamment l'Union européenne, par la voix de sa présidente Ursula von der Leyen, s'est donné pour objectif d'être la première économie neutre pour le climat d'ici 2050. Et donc, du coup, l'année dernière, on avait en gros 20-22% de l'économie mondiale qui avait un objectif de neutralité climatique. C'était l'Union européenne, plus le Royaume-Uni, plus quelques autres pays, Argentine, Nouvelle-Zélande, Brésil. Et là, l'histoire s'est vraiment accélérée durant les derniers mois, avec les annonces du président chinois, Xi Jinping, qui a annoncé l'objectif de neutralité climatique pour la Chine d'ici 2060, donc 10 ans plus tard que l'Union européenne, mais c'est quand même très ambitieux pour la Chine. Et évidemment, l'annonce la plus récente, avec l'élection de Joe Biden. Joe Biden a annoncé que le climat allait être une de ses principales priorités, à la fois dans la politique intérieure aux États-Unis pour changer le système énergétique américain, mais aussi dans sa politique étrangère, que les États-Unis rejoignent l'accord de Paris qu'ils ont quitté sous Donald Trump, mais qu'ils s'engagent aussi à atteindre une neutralité climatique d'ici 2050. Et au-delà de la Chine et des États-Unis, il y a aussi le Japon, la Corée du Sud qui ont rejoint ce club, si je puis dire. Et ça, c'est vraiment un changement majeur. Je pense vraiment, et je le dis sincèrement, je pense que 2020 sera retenu comme une année historique aussi de ce point de vue-là. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a l'immense majorité de l'économie mondiale qui se donne pour objectif de ne plus avoir d'impact négatif sur le climat. Et ça change énormément de choses et je pense qu'on est au tout début d'un bouleversement important. Voilà, donc ça, c'est la situation au niveau mondial, tant sur le front du climat que sur le front disons, des politiques climatiques. Faisons un rapide zoom vers l'Union européenne. L'Union européenne, déjà, elle a un immense avantage dans ce débat, c'est que l'Union européenne, elle a déjà commencé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça fait plus de 20 ans que l'Union européenne réduit ses émissions de gaz à effet de serre, y compris grâce à des politiques européennes sur l'efficacité énergétique des bâtiments, sur des voitures plus performantes, etc. Et maintenant, le point d'arrivée, l'objectif final, il est clair, c'est la neutralité climat en 2050. Il a été annoncé par la présidente de la Commission européenne. Il est inscrit actuellement dans une loi qui est discutée au niveau européen, la loi européenne pour le climat, qui devrait être adoptée dans les mois à venir. Et là, le débat qui va animer la réunion du Conseil européen, donc les chefs d'État et de gouvernement, qui vont se réunir la semaine prochaine, dans 7 jours tout pile, ça va être la discussion autour de l'objectif pour 2030. Donc l'idée étant, on sait où on est aujourd'hui, on sait où on va en 2050, où est-ce qu'on se fixe une espèce d'objectif intermédiaire à atteindre.
Si je prends la métaphore du marathon, voilà, quel temps on veut faire aux 10 km et aux 20 km. C'est un peu ça la logique. Et a priori, on est en train d'arriver à un accord autour d'un objectif de 55% qui, comme vous le voyez, est tout à fait cohérent avec l'objectif de 2050. Donc tout ça, c'est des objectifs chiffrés, c'est bien joli, c'est des belles promesses, mais pour transformer, ou plutôt pour réaliser ces promesses, il faut des outils de politique publique. Et là, l'autre bonne nouvelle, c'est que l'Union européenne en a déjà énormément de ces outils, et je dirais même que l'Union européenne, aujourd'hui, elle a déjà une boîte à outils qui est complète. On a déjà des financements européens importants pour la recherche et l'innovation. On a déjà de la réglementation, qui est extrêmement importante dans l'action climatique, de la réglementation, par exemple, sur la performance énergétique des bâtiments, sur les énergies renouvelables. Et on a aussi des outils nouveaux pour l'Union européenne, qui sont des outils de coordination entre l'Union européenne et les maires, par exemple. C'est le cas de la Convention des maires pour le climat et l'énergie, ou aussi des outils nouveaux de politique industrielle sur des enjeux émergents comme l'hydrogène ou aussi comme les batteries dans le cadre de l'Alliance européenne pour les batteries. Et donc ça, c'est vraiment une excellente bonne nouvelle, c'est-à-dire en fait que les outils, on les a déjà. Il va falloir les transformer. Ça va être l'objet de négociations européennes qui auront lieu à partir de juin 2021. Mais on a déjà beaucoup d'outils pour faire beaucoup de choses et on peut créer de nouveaux outils pour vraiment transformer cette promesse de neutralité climatique en une réalité concrète qui nous permette à nous, Européens, de vivre différemment, de produire mieux, de consommer moins, de nous chauffer de manière plus efficace, de nous transporter de manière plus intelligente. Alors, pour finir sur quelques pistes un peu de réflexion, à l'Institut Jacques Delors, on pense qu'il y a évidemment énormément de choses qu'il faut faire pour délivrer la neutralité climatique, pour transformer nos sociétés et les rendre plus prospères, plus justes et moins polluantes. Mais on va donc là juste se focaliser sur trois enjeux complémentaires. Le premier, c'est un enjeu politique. Tout ce qui est fait en matière de climat, c'est vraiment de la politique au sens plein du terme. On a des décideurs politiques qui prennent des décisions politiques avec parfois aussi la création de frictions dans notre société, avec une partie de la société qui pense que ça va pas assez loin. On peut penser notamment aux jeunes qui se mobilisent dans le cadre des manifestations pour le climat, et d'autres parties de la société qui pensent qu'on va trop loin, ou trop vite, ou de mauvaise manière. Et là, il y a différents points de vue. Certains lobbies d'entreprise, mais aussi des mobilisations légitimes sur des enjeux de justice sociale, comme on l'a connu en France depuis 2 ans et l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Un deuxième élément qui est important, et qui d'ailleurs est une réponse politique au mouvement des Gilets jaunes, c'est l'objectif de s'assurer que cette transition soit une transition juste. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Aujourd'hui en Europe, on a 34 millions d'Européens qui souffrent de ce qu'on appelle la précarité énergétique. Donc, pour le dire de manière très simple, on a 34 millions d'Européens qui sont des hommes, des femmes, des enfants, des pères, des mères, qui, aujourd'hui, pendant qu'on se parle à distance en ce mois de décembre, ont froid chez eux. C'est des gens qui souffrent du froid en hiver chez eux, parce qu'ils n'arrivent pas à payer la facture de chauffage, d'une part parce qu'ils ont des revenus limités, une situation de pauvreté plus générale, qui s'aggrave malheureusement avec la crise de la Covid. Mais on a aussi le fait que ces gens-là sont locataires ou propriétaires de logements qui sont extrêmement mal isolés. Et du coup, on dépense beaucoup d'argent pour mal chauffer un logement. Nous, ce qu'on propose à l'Institut Jacques Delors, c'est un objectif politique qui est de faire de ces précaires, de ces Européens de ces familles européennes qui souffrent de la précarité énergétique, les premiers gagnants de la transition, les premiers bénéficiaires. Et donc ça se fait notamment par l'idée de débloquer des fonds publics, ce que l'Union européenne fait en partie, notamment dans le cadre du plan de relance, pour rénover ces logements et du coup permettre que ces logements deviennent plus efficaces d'un point de vue énergétique, donc moins polluants, et c'est bon pour le climat, mais aussi du coup cette efficacité énergétique permet aux personnes d'avoir un meilleur confort, de vivre mieux, et aussi de dépenser moins et d'économiser 50 € par mois, 100 € par mois, ce qui pour les familles précaires est souvent l'écart qui différencie une situation de grande détresse
à une situation où, à défaut d'être aisé, on sort au moins un peu la tête de l'eau. Et enfin, dernière proposition qu'on porte à l'Institut et qui est complémentaire aux deux que je viens de présenter, un investissement important dans la recherche et l'innovation qui est aujourd'hui essentiel pour soutenir des entreprises, notamment au moment où la Chine et les États-Unis vont investir à fond sur les nouvelles technologies de l'économie verte. Et en Europe, alors qu'on a quand même un peu raté la révolution du numérique et qu'aujourd'hui on utilise uniquement quasiment uniquement des outils chinois ou américains quand il s'agit du numérique, que ce soit l'ordinateur avec lequel je vous parle, qui a été probablement fabriqué en Chine, ou que ce soit le logiciel qu'on utilise, qui a été conçu aux États-Unis, cette erreur-là qu'on a fait sur le numérique, il ne faut pas la faire clairement sur les enjeux d'économie verte. On part aujourd'hui avec une longueur d'avance et c'est par la recherche, par l'innovation, par des réglementations intelligentes qu'on va soutenir nos entreprises pour qu'elles soient compétitives à l'international et qu'elles puissent développer les solutions propres d'aujourd'hui et de demain, à la fois pour le marché européen, mais aussi pour ces 75% du PIB mondial dont je parlais avant, le marché coréen, japonais, mais aussi chinois et américain maintenant. Merci beaucoup pour votre attention et Mathieu, du coup, je suis prêt à prendre les questions, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup Thomas. Alors, la première question que je vais poser à avoir en fait avec ton dernier point, c'est une question qui est posée par Monsieur Pierre Coulon du CESE à Bruxelles, qui demande: le retour des États-Unis dans le concert énergétique mondial est une bonne chose. Il convient néanmoins de préserver les intérêts industriels européens à cette occasion. Quelles sont vos réflexions? Oui, c'est une excellente question. Pour moi, en fait, la meilleure manière de préserver les intérêts industriels européens, c'est d'agir sur deux éléments. En tout cas au niveau de l'Union européenne. Le premier élément, c'est un élément réglementaire. C'est justement d'aller encore plus vite, encore plus loin dans l'ambition de nos réglementations. Et là, il faut rentrer dans le détail, secteur par secteur. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être ambitieux sur le véhicule électrique? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être ambitieux sur l'hydrogène vert, sur la batterie, sur la rénovation des bâtiments, sur la production d'acier, sur la production de ciment? Et là, en fait, et ça peut être paradoxal, mais ça me semble juste, plus on va réglementer, et réglementer intelligemment, plus on soutiendra la compétitivité de nos entreprises, qui ont besoin plus que jamais d'avoir disons, un horizon de prévisibilité, qu'on puisse leur dire, voilà, les règles du jeu en 2023, ça va être ça, et en 2025, ça va être ça, et en 2027, ça va être ça, et que ces règles du jeu soient suffisamment ambitieuses pour pousser les innovateurs au sein de ces entreprises innover aujourd'hui, dans les mois, dans les années à venir, pour pouvoir développer les solutions énergétiques propres qui trouveront un marché en Europe dans cette décennie 2020 parce que la réglementation aura permis l'émergence de ce marché et qui, du coup, à partir de 2025 et après, pourront, disons, une fois que la base européenne est consolidée, aller, si je puis dire, à la conquête des marchés mondiaux, notamment en Chine et aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier volet réglementaire et il me semble important parce qu'on en parle trop peu, me semble-t-il. Et le deuxième volet, il est classique et important, et c'est la question évidemment du financement. Et donc là, il y a des financements européens qui ont été débloqués. Je pense notamment par exemple à ce qui est fait dans le cadre de l'Alliance européenne pour la batterie. Il y a d'autres financements qui peuvent être faits, notamment par un nouveau-né de la politique européenne, qui est le Conseil européen de l'innovation, dont une des missions est d'investir dans les entreprises les plus innovantes en Europe pour qu'elles puissent se développer en Europe plutôt que d'être achetées par les États-Unis ou la Chine. Merci. Alors, on va rester sur le volet européen pour les questions suivantes. Un auditeur nous demande: est-ce que l'objectif d'une neutralité climatique est réaliste, sachant que les politiques des gouvernements actuels ne sont jamais très ambitieuses? Et je rajoute peut-être une question. euh, est-ce que les États européens sont vraiment unis sur la question du climat? Oui, et je pense qu'effectivement, c'est deux questions qu'on peut bien rapprocher. L'objectif de neutralité climatique d'ici 2050, c'est l'objectif qui fait consensus en Europe. Tout le monde est d'accord pour dire que ça doit être l'objectif pour l'Union européenne. Et après, chaque État se fixe cet objectif-là pour lui à des années différentes. Il y a des États qui sont moyennement ambitieux, comme la France, pour qui c'est 2050. D'autres, un seul en réalité, qui est moins ambitieux que la France, qui est la Pologne, qui traîne un peu des pieds pour fixer une date qui serait a priori pour eux soit 2050, soit un peu après. Et d'autres pays qui sont beaucoup plus ambitieux, comme la Suède ou la Finlande,
qui vise cet objectif-là pour 2040 ou pour 2035. Et du coup, est-ce que cet objectif de neutralité climatique, il est réaliste? Oui, il est clairement réaliste. C'est-à-dire que techniquement, technologiquement, sociétalement, économiquement, il n'y a rien qui nous empêche d'atteindre la neutralité climat en 2050. C'est vraiment un choix de société, c'est vraiment un choix politique, et c'est un choix politique qui est de moins en moins compliqué à faire. Là aussi, si on veut prendre un peu de recul historique, il y a 10 ans, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, les pompes à chaleur, le véhicule électrique, c'était soit des technologies qui n'existaient quasiment pas sur le marché, soit à l'état de prototype, soit à l'état de bijoux technologiques très chers. Aujourd'hui, tout ce que je viens de dire, tous ces éléments-là sont déjà l'option la moins chère. Donc, typiquement, si vous voulez développer des nouvelles productions d'électricité en Europe, en moyenne, aujourd'hui, ce qui est le moins cher, c'est l'éolien terrestre, suivi ensuite du solaire et de l'éolien en mer. De la même manière, si il y a les Françaises et les Français qui nous écoutent là ont une voiture, bah, si vous achetez une nouvelle voiture et que vous roulez beaucoup, vous roulez 30 000, 40 000 km par an, et que vous avez une petite voiture, comme une Clio par exemple, ou une 206, pour donner des exemples concrets, et ben, le modèle électrique vous coûtera moins cher. Il vous coûtera plus cher à l'achat, mais il vous coûtera moins cher sur la durée de vie du véhicule, parce que l'électricité coûte beaucoup moins cher que l'essence ou le diesel. Donc, si vous faites beaucoup de kilomètres, vous allez économiser beaucoup d'argent avec l'électrique. Et aussi parce que le moteur électrique est beaucoup plus fiable, donc vous allez économiser en frais moteur, en frais de garage, y compris en assurance. Et donc, tout ça, tous ces éléments-là, ces changements dans l'économie font que cet objectif de neutralité climatique, il est encore plus à notre portée aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans. Et évidemment, ça, c'est des choses qui vont continuer. On a des bons espoirs, en tout cas, d'amélioration de services, de produits, de technologies, mais aussi d'autres formes d'innovation, typiquement des nouveaux modèles économiques pour les entreprises, qui vont faciliter cette transition, la rendre moins coûteuse, mais aussi plus pratique, plus facile. Et on voit de plus en plus les co-bénéfices entre ce qui est bon pour le climat d'un côté et ce qui est bon pour l'emploi, ce qui est bon pour l'économie, ce qui est bon pour le confort, ce qui est bon aussi pour notre autonomie stratégique. Merci. Alors, je vais continuer un petit peu sur la question de l'Europe. Un auditeur nous demande, pensez-vous que la montée en puissance du Parlement européen ces dernières années contribue plutôt ou plutôt pas à faire pencher les décisions de l'Union européenne dans un sens ambitieux? Alors là, la réponse est très très claire. Le Parlement européen, sa montée en puissance sur les enjeux du climat a fait pencher les décisions du côté de l'ambition. Très clairement, on le voit quasiment sur tous les dossiers, sans quasiment aucune exception. Le Parlement européen est toujours plus pro-climat que ne l'est la Commission européenne ou que ne l'est le Conseil. Donc très clairement, plus le Parlement européen a de pouvoir, plus il est influent, plus on a en bout de chaîne des décisions en faveur de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de la mobilité électrique, c'est-à-dire en faveur de ce qui permet vraiment de faire de la transition énergétique et écologique une réalité. Très bien, merci. Pour continuer un petit peu sur ce propos, alors maintenir le lead européen en innovation, ne pas répéter l'expérience du digital, soit OK, mais l'UE impose des contraintes réglementaires contre-productives. Exemple de la fusion avortée Alstom-Siemens, exemple des réglementations européennes des aides d'État. Le Parlement européen semble pouvoir faire évoluer l'orthodoxie économique de la Commission européenne. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense qu'il y a eu un vrai début de changement de vision au niveau européen sur toutes les questions qui sont soulevées là par Hervé, sur l'enjeu en fait, de la politique industrielle. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, faire de la politique industrielle en Europe, c'était presque tabou. Aujourd'hui, c'est assumé par la Commission européenne, mais aussi par le Parlement européen. Il y a une stratégie industrielle européenne qui a été adoptée à l'été dernier, qui prévoit notamment un volet sur l'écologie. Cette stratégie-là va être mise à jour à l'été prochain et elle va être mise à jour en même temps que des changements réglementaires sur justement les règles de concurrence, le droit de la concurrence, les règles d'État, pour voir concrètement comment est-ce qu'il faut adapter ces règles européennes pour qu'elles favorisent la transition écologique. Donc parfois, par exemple, avoir une réglementation plus généreuse dans quelques fusions d'entreprises et aussi dans les aides que les États peuvent apporter
typiquement pour aider les startups. Donc là, faut rentrer vraiment dans le détail et dans le dur, de voir au cas par cas quelle règle doit être adaptée. Mais en tout cas, il y a cette logique-là qui est enclenchée. Et on pourra peut-être faire le point dans un euro question dans un an pour voir où est-ce qu'on en est et dans quelle mesure le diable se nichant dans les détails, ces détails-là ont été modifiés de manière suffisamment intelligente pour qu'on n'ait plus aucun souci de ce point de vue-là et que du coup on ait une politique industrielle qui soit efficace. Merci. Alors, la prochaine question concerne le volet transition juste, qui nous dit un auditeur fait légitimement état de la lutte contre la précarité énergétique. Qu'en est-il de votre position sur les questions de transition sociale, notamment concernant les travailleurs dans les régions charbonnières? Ah oui, donc c'est une excellente question. Je n'ai pas pu l'évoquer dans la présentation parce qu'en 10 minutes, on doit faire des choix. C'est effectivement un sujet extrêmement ambitieux pour l'Institut. On a un ensemble de publications sur cet enjeu-là. C'était l'année dernière, par exemple, j'avais publié avec Monika Oczkowska un papier précisément sur les régions charbonnières en Europe. Donc, pour donner une réponse rapide, la politique européenne elle doit articuler différents temps. Il y a un temps de l'immédiat qui consiste déjà à regarder la réalité en face. Donc, le meilleur moyen de limiter la casse sociale, c'est d'anticiper. C'est-à-dire de dire clairement qu'aujourd'hui, le charbon, on est sûr que c'est fini. Le véhicule diesel, on sait aussi que c'est fini. La question, c'est à partir de quelle date on met fin à ce type d'outils et comment est-ce qu'on organise une transition sociale une fois qu'on a fixé cette date-là. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour éviter les erreurs qui ont été faites dans les années 70-80, où face à des transformations industrielles, les décideurs politiques de l'époque ont globalement fait la politique de l'autruche, et du coup, les travailleurs, in fine, se sont trouvés la tête dans le mur une fois qu'il était trop tard. Donc là, il faut vraiment éviter ça. On est sur la bonne voie là-dessus, et de mon point de vue, je trouve que l'Union européenne fait largement ce qu'il faut là-dessus. Il y a maintenant un enjeu au niveau des États de regarder aussi cette réalité en face et de prendre le leadership au niveau national pour réaliser une transition juste pour les travailleurs au niveau national en utilisant tous les outils qu'un État possède, notamment en termes de formation des travailleurs, etc. Ce qu'offre l'Union européenne à cette action de transition juste pour les travailleurs, elle se joue vraiment au niveau national et régional. C'est vraiment là où les gens vont être le plus à même de développer des solutions qui marchent sur le terrain. Là où l'Union européenne, elle aide de manière significative, c'est par deux outils. Un, c'est une plateforme pour les régions en transition qui donne de l'expertise gratuite, qui permet à chaque région d'avoir une meilleure idée de quelles vont être les conséquences sociales de la transition pour eux, quand est-ce que ça va arriver, quels sont aussi les autres secteurs de l'économie qui vont émerger. On en a parlé avant, l'éolien, la batterie, ou peut-être cette région en fait peut se respécialiser. Comment est-ce qu'on peut transformer par exemple des ingénieurs pétroliers offshore, donc des gens qui font des interventions en haute mer pour extraire du pétrole, en personnes qui vont installer des éoliennes en haute mer. Il y a des compétences similaires. Donc tout ce travail-là, très détaillé, il doit être mené au niveau national et régional. L'Union européenne aide par cette plateforme pour les régions en transition. Et enfin, le deuxième grand truc, si je puis dire, grande politique publique que l'Union européenne apporte, c'est une aide financière conséquente dans le cadre du Fonds pour la transition juste, où on parle grosso modo de 30 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du budget annuel de l'armée française. Donc on est sur des sommes qui ne vont pas tout régler, mais qui sont quand même des sommes extrêmement importantes et qui vont aider les régions et les États à bien gérer cette transition et à faire en sorte que chaque région, chaque travailleur puisse trouver sa place dans le monde d'après, en l'occurrence dans le monde d'après les énergies fossiles. Merci. Alors, je vais faire une dernière question avant de passer. Malheureusement, le temps passe vite, donc je vais poser une dernière question et après peut-être deux questions sur les États-Unis. Donc, la question, c'est plutôt sur, encore une fois, le positionnement de notre institut. Quelle est la position de notre institut sur le nucléaire et sur le stockage de CO2? Alors, c'est un sujet vaste et j'ai peur de ne pas pouvoir faire une réponse complète en si peu de temps. Pour le dire un peu rapidement, le nucléaire est un enjeu, en tout cas au niveau européen. Clairement, là où il y a une politique européenne sur le nucléaire qui est extrêmement importante, c'est sur la sûreté nucléaire. Typiquement, une des priorités dans le passé, mais encore aujourd'hui et pour le futur, c'est de garantir la sûreté de toutes les centrales nucléaires qui existent en Europe. Et ça a été un enjeu extrêmement important, notamment parce qu'il a fallu sécuriser, si je puis dire, les centrales qu'on a héritées de l'époque soviétique dans des pays comme la Lituanie ou la République tchèque, par exemple.
Donc ça, c'est un enjeu clairement où l'Union européenne, l'action de l'Union européenne doit continuer à être efficace et déterminée. C'est vraiment essentiel. Après, il y a une deuxième question que j'imagine m'est posée, c'est la question de est-ce qu'il faut développer ou pas le nucléaire ou sortir du nucléaire. Et là, là-dessus, je pense qu'en tant qu'Européens, il faut comprendre la diversité des opinions des peuples européens sur ce sujet-là. On a des peuples qui sont plutôt, disons, accoutumés à l'énergie nucléaire. C'est le cas, par exemple, en France, avec une élite politique qui défend le nucléaire. En tout cas, c'est le cas du gouvernement actuel en France. On a d'autres réalités politiques et culturelles dans d'autres pays. L'Allemagne, par exemple, mais pas que l'Allemagne, hein, l'Autriche, l'Italie. En Italie, par exemple, il y a eu plusieurs référendums depuis 20-30 ans pour sortir du nucléaire. Et ça aussi, c'est des choix à respecter. Et nous, en tant qu'Association Delors, on applique un peu la pensée de notre président fondateur, Jacques Delors, qui parlait de l'Europe comme étant une fédération d'États-nations. Une fédération d'États-nations, c'est quoi? C'est de voir ce qu'il faut faire au niveau fédéral, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée, et ce qu'il faut laisser aussi au niveau national pour respecter la diversité de nos cultures. Et en fait, sur le nucléaire, ça se traduit comme ça. C'est-à-dire que la diversité de nos cultures, c'est aussi la diversité de notre rapport au risque, de notre rapport à la puissance d'un État centralisé. Le peuple français a un amour de la puissance de l'État centralisé qu'on ne retrouve pas en Italie, qu'on ne retrouve pas en Allemagne, par exemple. Et tous ces enjeux-là culturels ont des impacts politiques et des impacts aussi énergétiques. Et donc, du coup, me semble-t-il, il s'agit du coup de respecter les choix souverains nationaux, tant les choix souverains nationaux de poursuite du nucléaire, comme c'est le cas en France, de déploiement de nouvelles centrales, comme ça va peut-être être le cas en Pologne, mais aussi de sortie accélérée du nucléaire, comme c'est le cas en Allemagne, en Belgique ou en Italie. Voilà. Et sur le stockage du CO2, c'est un sujet qui est trop technique et complexe que je puisse y répondre, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, il faudrait au moins 5-10 minutes pour pouvoir détailler notre compréhension de cet enjeu. Bien sûr, merci beaucoup. Alors, je vais poser deux questions rapides sur les États-Unis parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé du coup. Un auditeur demande, n'a-t-on pas peur qu'un Sénat à majorité républicaine bloque les ambitions climatiques de Biden, alors qu'un autre auditeur exprime des doutes sur le fait que Biden semble être en passe de nominer des personnes affiliées aux industries pétrolières. Et la deuxième question, c'est un auditeur qui demande, est-ce que les États-Unis et l'Union européenne peuvent travailler ensemble main dans la main à une diplomatie climatique? Alors, c'est des questions extrêmement d'actualité et en fait, j'ai pu y répondre en détail avec mon collègue de Berlin, Edward Knudsen, dans cette publication que vous voyez qu'on a publiée juste hier. Et en fait, dans cette publication, on revient en détail sur justement l'analyse de la réalité politique qui est évoquée par les questions qui ont été posées, notamment le fait que le Sénat va probablement rester à majorité républicaine aux États-Unis, mais aussi que la Chambre des représentants, qui est l'autre assemblée importante aux États-Unis, les démocrates ont une majorité, mais cette majorité s'est amenuisée et il est probable, voire même très probable, que lors des prochaines élections qui auront lieu en 2022 pour la Chambre des représentants aux États-Unis, les républicains gagnent la Chambre des représentants. Donc, dans notre papier, on prend vraiment ça en compte et on propose 5 actions, 5 piliers d'action qui prennent en compte ces contraintes-là. Et donc là, pour le dire rapidement, il y a en gros 3 types de politiques que Biden peut faire et avec lesquelles l'Europe doit coopérer, me semble-t-il, avec les États-Unis. Le premier, c'est des politiques publiques où Biden peut faire ce qu'il veut par les pouvoirs du président. Ce qu'aux États-Unis, on appelle les executive action, c'est comme des décrets gouvernementaux, si vous voulez, où Biden peut faire ce qu'il veut, peu importe le point de vue des républicains. Et là, il y a plein de choses à faire, par exemple pour sortir du charbon aux États-Unis, pour avoir un air plus propre, mais aussi pour relancer une diplomatie climatique. Ça me permettra de répondre à des questions, du coup, relancer une diplomatie climatique où là, clairement, il faut un leadership à 3 entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Et le rôle de l'Union européenne là est fondamental pour éviter que la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui va s'exprimer sur plein de sujets, le numérique, l'économie, le commerce, pour éviter que cette rivalité-là ne vienne gâcher, si je puis dire, l'action climatique qu'on doit faire tous ensemble pour augmenter les chances de survie de notre civilisation sur Terre au XXIe siècle. Et ça, Biden a très largement les mains libres. Il ne peut pas absolument tout faire, mais il peut faire plein de choses, notamment dans le cadre de l'accord de Paris. Et il faut du coup que l'Union européenne soit très ambitieuse avec Biden, mais aussi avec la Chine sur ce sujet-là. Le deuxième type de politique publique qu'on a regardé, c'est les choses où les républicains
qui ne sont pas tous des fanatiques, hein, où une partie des républicains peut soutenir un agenda pro-climat. Donc, le grand enjeu là, c'est la relance verte. Et par exemple, investir beaucoup d'argent public aux États-Unis dans la rénovation des bâtiments aux États-Unis, dans le déploiement du transport public aux États-Unis, dans aussi la création d'unités de production d'hydrogène vert, du déploiement de l'éolien, des panneaux solaires aux États-Unis. Et là, Biden peut trouver un accord avec les républicains. Comme je le dis souvent, aux États-Unis, l'État qui est le plus en pointe sur l'éolien, c'est le Texas, qui est un État très républicain, très conservateur, mais qui ont bien compris qu'en fait, l'éolien, il fallait choisir cette solution-là, surtout pour le Texas, pas pour des raisons environnementales, juste parce que c'est la meilleure technologie pour fournir de l'électricité en grande quantité et à bas prix. Et enfin, le troisième type d'action sur lesquelles l'Union européenne peut travailler avec Biden et Biden peut travailler avec les républicains, c'est avant tout sur les enjeux d'innovation. Sur les enjeux d'innovation, les républicains investissent énormément d'argent public dans la recherche et l'innovation. Même sous Trump, l'argent que les États-Unis investissent dans l'efficacité énergétique, dans le déploiement, dans la création de nouvelles technologies renouvelables, cet argent-là a augmenté. Et ça, il faut qu'on le réalise en Europe. C'est peut-être le seul sujet, l'enjeu de l'innovation dans le secteur de l'énergie, le seul sujet qui fait consensus aux États-Unis. Et c'est un sujet où la coopération entre États-Unis et Union européenne peut vraiment être extrêmement utile. Et ça, pour moi, ça doit vraiment être la priorité. Il faut agir avec Biden maintenant, dans les 2 ans qui arrivent jusqu'aux prochaines élections. Et toutes les avancées qu'on fera avec les États-Unis sur l'innovation en faveur de la transition écologique, et ben, ce ne sera pas perdu, même si Trump gagne en 2024 ou un autre républicain gagne en 2024, parce qu'il y a énormément de républicains qui ont bien compris que cet enjeu de compétitivité était fondamental pour les États-Unis. Donc là, vraiment, il y a une priorité, me semble-t-il, pour la coopération entre les États-Unis et l'Europe, coopération idéalement qui devrait être étendue aussi à d'autres pays comme le Canada ou comme le Japon, par exemple. Merci beaucoup, Thomas. J'en profite pour vous dire que nous vous enverrons la publication qui vient d'être présentée dans la foulée du webinaire. Donc, on arrive à la fin de cette Euroquestion. Nous vous remercions d'y avoir participé et l'enregistrement de l'Euroquestion sera disponible sur YouTube et sur le site de l'Institut Jacques Delors. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 16 décembre de 14h30 à 15h sur le thème de l'extrême pauvreté en Europe. On y accueillera Julien Damon, notre chercheur associé sur ces thématiques. D'ici là, on vous souhaite un bon après-midi et à bientôt.